Bonjour. Ce dimanche, les Coptes orthodoxes fêteront Pâques entre espoir et inquiétude. Depuis la victoire des partis islamistes en Égypte, la minorité chrétienne craint une dégradation de son statut. Les Coptes trouveront-ils leur place dans cette nouvelle donne politique? On en débat juste après le reportage d'Alexandre Stern dans la communauté copte de Suisse. Pour moi, la chute de Moubarak, c'est le prix à payer pour ce qu'il a fait aux Coptes, en particulier, aux Égyptiens, en général. C'était avec beaucoup de joie, beaucoup d'espoir. On a pensé vraiment qu'il y aura un changement en Égypte. J'avais effectivement un espoir, un grand espoir. Et pourquoi? Parce qu'on a vu dans les manifestations, à la place Tahrir, les Coptes et les musulmans ensemble, qui ne prononcent pas le mot chrétien ou le mot musulman, mais prononcent uniquement, ils revendiquent la liberté, la justice, de vivre honnêtement et avec toute dignité. Patrick Henny a travaillé plusieurs années au Caire. Licencié en sciences politiques, il revient d'un séjour en Égypte. Tout le monde était sur la place Tahrir. Les Coptes étaient sur la place Tahrir, les salafistes étaient sur la place Tahrir, les frères musulmans étaient sur la place Tahrir. Je pense que les chrétiens d'Orient et d'Égypte en particulier, avec le printemps arabe, ont une chance historique, c'est de sortir du paradigme de la protection des minorités, qui était un paradigme historique dans lequel ils tentaient de se protéger ou de défendre leurs intérêts, et d'entrer dans une nouvelle vision qui est celle de dire la protection des minorités se fera dans le cadre d'une adhésion pleine et entière à une de citoyenneté. Les Coptes essaient maintenant de s'intégrer dans la vie politique, dans les différentes partis. Ils sont prêts à tout, à donner des sacrifices pour sauvegarder leurs droits. En tant qu'être humain, ils demandent que ça, d'être traités en tant qu'être humain selon les principes internationaux des droits de l'homme. Rien de plus, rien de moins. Les revendications des Coptes s'expriment sur fond de violences répétées. En octobre 2010, au Caire, une manifestation de Coptes dégénère. La police militaire intervient, bilan 3 morts côté police et au moins 16 manifestants coptes tués. En janvier 2011, une bombe à l'intérieur de l'église d'Alexandrie a fait plus de 20 morts. Pour les Coptes, un souvenir encore douloureux. L'attentat d'Alexandrie était pour moi un choc. C'était le point culminant des agressions contre les Coptes. On a habitué à ce qu'on appelle le vendredi noir. Le vendredi noir, c'est-à-dire les musulmans, après la prière de vendredi, quelque part en Égypte, ils attaquent de Coptes, soit un peu partout. J'étais réveillée le matin avec un téléphone des gens de l'église ici pour voir si ma famille va bien. Alors, j'avais rien entendu, c'était ce téléphone-là. Et quand j'ai entendu les nouvelles, j'étais comme une folle. On n'a jamais eu d'explosion dans l'église avant. On a eu quelques attentats à l'extérieur, mais celle-ci était horrible. C'était insupportable, je crois, pour tous les chrétiens et même pour les musulmans aussi. Cet attentat s'inscrit sur le fond d'une dégradation profonde des relations entre les communautés religieuses en Égypte. On est, depuis l'époque de Sadat, en train de cultiver l'esprit de la haine avec des textes dans les écoles. On sépare les gens. On dit aux élèves musulmans de ne pas s'adresser la parole aux élèves chrétiens. Et aux universités, c'est la même chose. Il y a un vrai problème de Coptes, il y a un problème de vivre ensemble. Et quand on parle de tension communautaire, il y a une dissymétrie. Il n'y a pas 2 acteurs égaux qui sont dans une relation de conflit. Il y a un dominant et un dominé. Les Coptes font partie des dominés. Les frères musulmans sont sur une ligne nationaliste claire qui fait que la question du rapport aux chrétiens se vit de manière beaucoup plus apaisée que chez les salafistes. Le discours des salafistes est un discours
très sectaire, un discours d'exclusion de toutes les formes de représentation, de discours et d'acteurs et de catégories de population qui ne sont pas dans la norme que voudraient les salafistes. Et la montée de ce courant-là, clairement, pose un problème pour les chrétiens en Égypte aujourd'hui. Les frères musulmans ont une stratégie à long terme, à longue haleine, pour arriver à leur but final, à savoir donc conquérir l'Égypte, les islamiser à 100%, mais lentement, au-delà évidemment de diriger le monde. Les salafistes sont plus pressés, n'ont pas vraiment longue haleine pour aller doucement. Ils veulent tout de suite appliquer, tout de suite islamiser. Et c'est ça la différence. Mais le but, c'est le même. Les députés de la nouvelle Assemblée du peuple viennent d'être élus. Les libéraux sont les grands perdants du scrutin. Les votations ont permis aux frères musulmans de rafler plus d'un tiers des sièges de députés. S'ils s'allient aux salafistes et aux groupuscules islamistes, ils auront la majorité au sein de cette toute nouvelle Assemblée. On est en train d'assister à une espèce de dialogue original entre les frères qui maintenant sont en place dans le Parlement et une société égyptienne toujours en pleine ébullition qui continue à mettre la pression avec toute une série de demandes. Et les Coptes ont une place à prendre là-dedans. Sur le court terme, moi je m'attends évidemment à une permanence des tensions et des pressions sur les chrétiens. Sauf que moi je ne vois pas d'autre solution que l'investissement du champ politique. La prière nous donne la force à résister. Et pas accepter, mais à résister à la tentation de rendre le mal par le mal. C'est la différence. La foi m'aide beaucoup. Il me tient, c'est ça qui me porte en fait, qui m'aide à supporter toute cette injustice. Et c'est ça aussi qui aide chaque copte. Parce que sans la foi, je crois qu'on aura échoué. On aura quitté peut-être l'Égypte depuis longtemps. L'avenir est incertain parce que si le Parlement décide, puisque la majorité entre les mains des islamistes, salafistes, des frères musulmans et d'autres, d'appliquer la loi islamique à la règle, ce sera vraiment le grand exil pour le copte vers l'étranger. Et en même temps, puisque l'Égypte quand même a un poids au Moyen-Orient, au Proche-Orient, c'est aussi l'avenir incertain pour le christianisme au Proche-Orient. Sandrine Kariakos-Bougada, bonjour. Bonjour. Vous êtes copte d'origine égyptienne et vous êtes chercheuse à l'Université de Genève. Tamer Aboulaïni, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste égyptien de confession musulmane. Est-ce que vous comprenez les craintes des coptes face aux nouvelles forces politiques en Égypte ? Non, je ne comprends pas 100%, ou bien je ne suis pas d'accord 100% avec cette mesure d'image, qu'est-ce qu'on a vu, parce que je pense que les problèmes qu'est-ce que nous avons maintenant, ou bien qu'est-ce que nous avons maintenant en Égypte, ne sont pas seulement pour les chrétiens ou bien pour le copte, c'est des problèmes pour tous les Égyptiens. Les sociétés en Égypte maintenant dans un état d'attente. Il y a beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que ça viendra après la révolution, pas seulement pour le copte, mais aussi pour tous les Égyptiens, pour les musulmans. Parce qu'il y a seulement les coptes qui ont peur des choses, alors c'est ça que je pense qui est un petit peu exagéré. Sandrine Kariakos, alors ces craintes sont infondées ? Non, je pense qu'elles sont fondées. C'est évident que la révolution concerne l'ensemble des Égyptiens, mais par leur statut de minoritaire et par cette montée au pouvoir des mouvements radicaux, que ce soit salafistes ou frères musulmans, je pense que leurs craintes sont fondées. Ça.
Oui, parce que quand même, avec les dernières élections, on voit que sur 498 sièges au Parlement, seuls 8 sont occupés par des Coptes. Clairement, leurs intérêts ne peuvent pas être défendus. Mais c'est la démocratie, c'est le choix de la rue qu'ils sont choisir 7 pourcentage des frères musulmans et des salafistes. Et aussi, ça donne une claire image que la société, que le mouvement des laïcs, ils ont pas succès dans la rue pour gagner la rue pour représenter cette dimension au Parlement. Alors, mais c'est la même société où les deux ensemble, les chrétiens, le copte et les musulmans vivent ensemble. C'est la même société et c'est la production de la société aussi. Mais alors, ce sont les partis laïcs qui n'ont pas su faire de la place aux Coptes. C'est un petit peu ce que dit M. Aboulaïni. Eh bien, je pense qu'il y avait en fait beaucoup d'espoir par rapport à cette révolution, où finalement l'évolution depuis les dernières 40 années nous montre que les Coptes sont exclus de la scène politique de manière graduelle. Et le fait qu'ils ne trouvent pas leur place, aujourd'hui, confirme qu'il n'y a pas de changement et que finalement, on n'est pas encore dans un système démocratique où ils peuvent faire valoir leur voix, où ils peuvent avoir en tout cas voix au chapitre. Et c'est ça, leurs revendications, dans ce cas-là, sont fondées, et en tout cas leur crainte de ne pas pouvoir revendiquer une place et d'avoir un rôle à jouer dans cette nouvelle Égypte. Et il y a eu vote démocratique, alors qu'est-ce qui manque ? Une représentation des Coptes dans les partis eux-mêmes, une participation, parce que finalement les Coptes sont relativement apolitisés, puisqu'ils n'avaient plus de place déjà dans les régimes précédents. Et cette place reste à reconquérir, et aujourd'hui ils ont beaucoup de peine à le faire. Est-ce qu'il faudrait peut-être, mettre des quotas ? Mais la participation dans la vie politique, c'est ouvert. Alors, dans les partis de frères musulmans, Al-Hurriya ou Al-Adala, il y a le vice-président de ce parti, c'est un copte. Alors, si vous dites que les coptes sont politisé, c'est-à-dire c'est interdit de participer dans la politique, et c'est pas vrai. Non, alors, mais ça donne l'impression comme ça que c'est interdit de participer dans la vie politique, et c'est pas vrai. C'est le mouvement, la participation dans la vie politique en Égypte après la révolution, c'est très ouvert et c'est plus libéral qu'avant la révolution, et c'est clair. Mais les difficultés restent simplement présentes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais les difficultés sont quand même présentes pour les Coptes à être actifs, à être reconnus, à ce qu'on reconnaisse leurs valeurs, leurs compétences. Ça reste, il y a quand même du chemin à faire. Est-ce qu'il faut passer peut-être par un système de quotas ? Alors les Coptes sont contre, parce que ça revient finalement à dire qu'ils sont minoritaires et qu'il faut donc mettre en place un système pour les représenter. Eux, ils aimeraient vraiment être reconnus pour leurs valeurs, pour leurs compétences. Et vous en pensez quoi ? Je pense qu'ils ont raison, et je pense qu'il ne faudrait pas avoir des mesures spécifiques aux Coptes. Justement, ils font partie de la nation et c'est important qu'ils soient reconnus en tant que tels. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, oui. Pas de quotas ? Non. Mauvaise idée. Sandrine Kariakos, quelles sont les discriminations dont souffrent les Coptes au quotidien ? On comprend bien qu'il y a un problème de représentation politique. Est-ce qu'ils souffrent d'autre chose ? Alors, dans la vie quotidienne, par rapport en tout cas dans les professions, certaines professions leur sont interdites, la gynécologie, l'enseignement de la langue arabe. Au niveau des écoles, on l'a entendu, en tout cas les jeunes ont vraiment le sentiment, par rapport aux manuels scolaires qui omettent totalement l'histoire des Coptes, par exemple. Il y a des heurts, bien sûr, qui sont des incidents isolés. Alors, il y a aussi une politique de vendetta qui est très connue dans le sud de l'Égypte, donc qui concerne, c'est une forme de tradition, de système, mais qui parfois touche les Coptes et qui là prend des proportions assez démesurées, comme on peut le voir dans le reportage, et qui confronte la communauté face à des réalités qui lui déplaisent. Mais est-ce qu'il y a une loi, par exemple, qui c'est interdit pour le Copte pour travailler comme un gynécologue ? Non. Non. Alors, c'est mais la pratique. Non, les pratiques de quoi ? Alors que je connais la majorité de mes collègues en Égypte, ils sont des médecins, des pharmaciens. J'ai jamais entendu qu'il y a un interdit pour travailler comme un gynécologue ou bien comme un professeur de langue arabe. J'ai jamais entendu que c'est interdit. C'est la première fois que... Ce n'est pas interdit, mais ça se fait peu, peut-être, où il y a des barrières de coutume. Exactement. Mais comment vous arrivez à cette résolution ? Alors, ça doit être un phénomène.
Oui, c'est un phénomène, mais pourquoi ce phénomène? C'est pas clair dans la société. Pourquoi j'écoute ça pour la première fois de vous aussi? Alors c'est un discours en tout cas, et je pense que c'est quand même une réalité dans les faits que certaines professions, même si elles ne sont pas interdites, sont difficilement accessibles. Simplement, c'est une pratique qui veut ça, sans qu'il y ait nécessairement quelque chose de statifié à ce niveau-là. Alors il y a une revendication de la part des salafistes de réinstaurer le statut de dhimmi ou dhimmi, c'est-à-dire en quelque sorte un statut de protégé pour les chrétiens qui ont fait un peu des citoyens de seconde zone. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le mot zimmi, il faut tout d'abord avoir dans quel contexte ils ont dit ça. Parce que je n'ai pas trouvé un communiqué de le mouvement salafiste. Ils sont très bien organisés en Égypte avec une porte-parole, quelqu'un qui parle avec les médias. Et je n'ai pas trouvé un communiqué qui dit cette... J'aimerais savoir... Sur le principe. Oui, mais... Alors, utiliser les situations des ennemis, c'est pas utilisé depuis des siècles. Alors, je pense de la Middle Ages, ils ne sont pas utilisés. Moyen Âge, ils ne sont pas utilisés. On parle de citoyens. Oui. Même Cheikh Youssef Al-Qaradawi, il est très connu dans le monde musulman, il a dit que pour le moment, dans le monde moderne, on ne peut pas utiliser le mot zimmi ou bien les situations zimmi parce que nous sommes tous citoyens dans un pays. Comment est-ce que vous prenez cette revendication? Alors, on sait simplement que le statut de zimmi en soi a été aboli au milieu du 19e siècle avec les réformes établies par l'Empire ottoman dont dépendait l'Égypte. On a évolué vers une égalité de la citoyenneté entre coptes et musulmans de manière progressive. En tout cas, la première fois, ça a été inscrit dans la première constitution égyptienne en 1923 et elle a été maintenue jusqu'à l'heure actuelle. L'idée de rétablir ce statut de zimmi provient des revendications des salafistes qui, eux, veulent revenir à un modèle de pureté de l'islam des premiers temps où là, l'État islamique reconnaît les chrétiens et les musulmans, leur confère le statut de zimmi. Donc, c'est une projection finalement de la restitution, de leur introduction de ce statut. Mais pour élever le mot zimmi, c'est pas seulement avec l'Empire ottoman. Ottomanique. C'était au XIe siècle, pendant la guerre des Mongols. Quand les Mongols ont attaqué la Syrie, Ibn Taymiyyah, c'est un grand alim, faqih. Oui. Il n'a pas utilisé les mêmes zimmi dans les négociations entre les Mongols et les musulmans en Syrie. Ça devient spécifique, là. Oui, mais il a dit non, parce que les Mongols, ils ont parlé de les zimmi et les musulmans. Et Ibn Taymiyyah, il a dit non, on parle de citoyens syriens. Alors, c'était le XIe siècle. Ce n'est pas seulement dans l'Empire ottomanique. Sandrine Kyriakos, les Coptes sont à un tournant, là. Leur pape, Shenouda III, est décédé récemment, le mois dernier. Quels sont les enjeux de sa succession, puisqu'il faut choisir un nouveau pape? Oui, alors l'enjeu est double à mon avis, à la fois interne à la communauté parce qu'elle a besoin d'un chef, et il s'agit de voir lequel il sera, et externe, si je peux me permettre, dans le sens où il s'agira de voir si ce futur pape, sa réaction, son interaction, sa manière d'interagir en tout cas avec le nouveau gouvernement. Alors à l'interne, la figure, il faut peut-être déjà voir qui était Shenouda, c'était quand même une personne appréciée par la communauté et même par la nation. On l'a vu égyptienne. On dit même que ses funérailles ont été dignes des funérailles de Nasser. Donc c'est dire l'importance qu'il avait pour l'ensemble des Égyptiens et je crois que même le monde arabe l'a reconnu. Personnalité donc appréciée, cultivée, lettrée, douée d'un sens de la négociation. À la fois aussi critiqué, et ça il ne faut pas l'oublier, ce qui crée bien sûr des enjeux pour son successeur très conservateur. Alors il s'agit de voir est-ce que son successeur va suivre la même lignée ou pas. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'Église copte par défaut a dû se replier sur son identité religieuse. Alors est-ce qu'elle a besoin d'un pape conservateur comme Shenouda, ou au contraire quelqu'un plutôt de modéré ou réformiste qui pourra dialoguer avec le nouveau gouvernement? Toujours est-il que ce ne sont pas que les Coptes qui vont choisir, puisque l'élection au final reste divine et c'est Dieu qui choisira le futur pape. Le profil du futur pape pour les Coptes, est-ce qu'il faut aussi l'implication de l'Église copte orthodoxe dans la politique ou est-ce qu'au contraire elle doit s'en distancer un peu? Non, elle doit bien sûr se mélanger dans la vie politique, mais avec beaucoup de sagesse.
Comme le Shenouda, le troisième, a fait, il a évité beaucoup de conflits entre le gouvernement égyptien dans l'époque de Moubarak et même dans l'époque de Sadat et l'Église. Et on a besoin, bien sûr, d'une certaine personne qui est très calme, surtout très calme et bien sûr avec une vision égyptienne pour toutes les sociétés. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Alors, les Égyptiens sont en train de se construire un nouveau pays. On verra quelle place les Coptes pourront y trouver. Merci. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet et suivre ce dossier, rendez-vous sur notre site internet fautpascroire.ch. La mort, c'est moins désespérant